En microéconomie, on cherche à savoir comment certains événements peuvent modifier les équilibres sur le marché, et donc l'offre et la demande. La façon dont vont réagir l'offre et la demande à leurs déterminants se calcule avec des élasticités. On va avoir plusieurs élasticités selon le déterminant qui nous intéresse. Si des biens ont des caractéristiques différentes, alors ces élasticités auront également différentes propriétés. On va donc pouvoir comprendre pourquoi les pâtes, le cinéma et les biens de luxe sont des biens différents en étudiant leurs élasticités. Et on pourra enfin savoir si le beurre et la confiture sont des biens complémentaires ou substituables. Ce que l'on va essayer de comprendre ici, c'est comment varient les différentes élasticités en fonction des types de biens et comment ces élasticités vont dépendre de l'horizon considéré. Donc si on est à court terme ou à long terme. L'élasticité la plus utilisée, c'est l'élasticité prix, celle qui est présentée dans une autre vidéo. L'élasticité prix, c'est le pourcentage de variation de la demande quand le prix augmente de 1%. Quand la demande est inélastique au prix, cela signifie que la demande varie peu. Sa variation relative va être inférieure à la variation des prix. On imagine bien que si la demande varie peu, c'est que les consommateurs n'ont pas vraiment le choix de consommer ce bien. Si on n'a pas le choix, ça peut être par exemple parce que le bien est un bien de première nécessité. En économie, on va dire nécessaire. Dans ce cas, même si le prix augmente, on va préférer baisser notre consommation des autres biens pour continuer à consommer de celui-là. Par exemple, si le prix des pâtes augmente, les étudiants vont avoir tendance à toujours en acheter, mais ils réduiront plutôt leurs loisirs. Le problème des biens nécessaires, c'est qu'il n'y a pas de substitut, c'est-à-dire de biens qui permettraient de répondre aux mêmes besoins et dont le prix n'aurait pas augmenté. Par exemple, si le prix de l'électricité augmente, peu de chances que la demande baisse beaucoup, parce qu'on ne peut pas brancher le radiateur sur la dynamo du vélo. Au contraire, si l'élasticité prix de la demande est inférieure à -1, c'est-à-dire que la demande varie beaucoup, alors on est sur un bien qu'on qualifie de ordinaire. Et ça va être le cas de tous les biens qui ne sont pas nécessaires, et pour lesquels il existe des substituts. Dans quelques cas surprenants, on peut avoir une élasticité prix de la demande qui est positive. C'est-à-dire que plus c'est cher, plus les gens en achètent. C'est le cas des biens de luxe. Parce qu'un prix élevé signifie que peu de gens peuvent se l'offrir. Et c'est aussi pour ça que certains consomment des produits de luxe, pour leur caractère exceptionnel. Le tableau ici résume la typologie des biens en fonction de la valeur de l'élasticité prix de la demande. Une deuxième élasticité de la demande qui est également souvent utilisée en microéconomie, c'est l'élasticité revenu de la demande. Tu l'auras deviné, c'est de combien varie la demande en pourcentage quand le revenu augmente de 1%. En général, lorsque le revenu augmente, la demande augmente également. Quand ce n'est pas le cas, on appelle ces biens des biens inférieurs. Ce sont des biens de mauvaise qualité que l'on va moins consommer si notre pouvoir d'achat augmente. Si ton revenu augmente beaucoup, tu consommeras moins de fast-food et plus de restaurants étoilés, si on considère que ton revenu a vraiment beaucoup augmenté. Si l'augmentation relative de la demande est importante, alors on est sur un bien supérieur, des biens que justement tu vas te mettre à consommer parce que ton revenu est maintenant suffisant. Les loisirs en général, ou les restaurants étoilés, les jets privés et les yachts si vraiment ça augmente beaucoup. Donc on sait que l'élasticité négative concerne les biens inférieurs et l'élasticité élevée des biens supérieurs. Et entre les deux, on va dire que ce sont des biens normaux. La consommation augmente avec le revenu, mais pas beaucoup. La dernière élasticité dont on va parler pour la demande, c'est l'élasticité prix croisé. Ça fait un peu peur comme ça, mais c'est juste qu'on cherche à savoir comment varie la demande d'un bien quand le prix d'un autre bien augmente. Par exemple, si le prix du café augmente, est-ce que ta consommation de sucre va varier? On voit bien ici que ça va dépendre de tes habitudes de consommation, de tes préférences.
Si tu bois ton café sucré, alors ta demande de sucre risque de baisser quand le prix du café augmente. Qu'est-ce qu'il se passe exactement ? Dans un premier temps, la hausse du prix du café va faire que tu vas en boire un peu moins. Peut-être que tu prendras un chocolat chaud ou un thé plus souvent. Ensuite, comme tu bois moins de café, tu mets moins de sucre dedans. Donc ta demande de sucre diminue. Ici, les biens sont complémentaires. Ils sont consommés ensemble. Donc, quand le prix de l'un augmente, la demande de l'autre diminue. L'élasticité prix croisé va être négative. Si maintenant on regarde l'effet du prix du café sur la demande de thé, on y a déjà un peu répondu. Si le prix du café augmente, tu vas moins en consommer et potentiellement remplacer certains cafés par du thé. Et ta demande de thé va augmenter. L'élasticité prix croisé va être positive et on va qualifier les biens de substituables. C'est-à-dire qu'on peut consommer l'un ou l'autre pour répondre aux mêmes besoins. Ici, prendre une boisson chaude. Encore une fois, ça dépend de tes préférences. Peut-être que tu ne prendras pas de thé, mais du chocolat chaud ou un potage à la tomate. Pour l'élasticité de l'offre, on ne va faire que l'élasticité prix. Quand les prix augmentent, les entreprises vont être incitées à plus produire, car cela devient plus rentable. Mais la capacité des firmes à augmenter l'offre va dépendre de la technologie de production. Si par exemple on parle de biens agricoles, forcément il va falloir trouver de nouvelles terres, planter, attendre que ça pousse. L'offre ne peut pas augmenter beaucoup, elle sera inélastique. Si au contraire c'est un service, et qu'on peut offrir ce service facilement, alors quand le prix augmente, plein de personnes vont vouloir le fournir. Par exemple, si le tarif d'une course pour rentrer d'une soirée augmente, alors beaucoup de personnes voudront s'inscrire pour transporter des gens. L'offre va beaucoup augmenter. L'offre sera élastique. Ici, on voit que le temps a son importance. C'est également le cas de la demande. On a vu que l'élasticité, c'est finalement la capacité des agents à s'adapter à des incitations. Le coût pour les consommateurs, les recettes pour les entreprises. Prenons l'exemple de l'augmentation du prix de l'essence. Si le prix augmente, je vais avoir du mal à ne plus prendre ma voiture si, par exemple, les transports en commun sont peu développés où j'habite et que je suis trop loin pour venir à la fac en vélo. Donc, la demande sera inélastique. Mais avec le temps, l'augmentation du prix de l'essence est une incitation à acheter de l'électrique. Et au fur et à mesure que les gens vont devoir changer de voiture, ils vont s'orienter vers des voitures électriques ou vont faire plus attention à la consommation d'essence. La demande va commencer à baisser de façon plus importante. À long terme, les agents peuvent plus facilement changer leurs habitudes, trouver des substituts qui n'existaient pas à court terme. C'est pour ça qu'en général, l'élasticité est plus importante à long terme. Il y a des exceptions, comme les biens durables. Si les prix augmentent, alors on reportera le remplacement et donc l'élasticité sera plus forte à court terme qu'à long terme. Si le prix des smartphones augmente, les gens qui hésitaient vont renoncer à en changer. La demande va beaucoup baisser à court terme. Elle sera élastique. Par contre, au bout d'un moment, il faudra bien le remplacer. Et là, la demande reprendra un peu. La baisse sera moins forte. La demande sera moins élastique à long terme. On voit que les élasticités prix croisés et revenus, nous informent sur les caractéristiques des biens, notre capacité à nous en passer, ou même sur nos habitudes de consommation et nos préférences. Mais avant de savoir comment varie l'offre et la demande, encore faut-il connaître les quantités offertes et demandées. Donc, regardez comment les consommateurs et les producteurs choisissent le bon niveau à produire et à consommer. Et ça, c'est notre histoire.